Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine dont voici la charpente. L'Union européenne s'est dit prête à collaborer efficacement avec les autorités congolaises. Cette assurance nous vient du président sortant de la Commission européenne, transmis au chef de l'État Félix Tshisekedi ce jeudi 19 septembre lors de leur entretien au siège de cette institution en Belgique. Et puis dans le cadre du programme de 100 jours de chef de l'État Félix Tshisekedi, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a inauguré le site de forage de distribution d'eau potable en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo. Ce forage a été ensuite remis entre les mains de vice-gouverneur de cette province, Jeannette Moussouamba. Enfin, les Kinois se posent la question de savoir où en est-on avec la construction des infrastructures de saut de mouton à Kinshasa. Cette question trouve sa réponse dans l'évolution de ces chantiers par le travail qu'assure l'OVD dans le quartier Pompage où l'équipe de journalistes de BACTV l'ont constaté ce vendredi 20 septembre 2019. Arrivé depuis ce lundi 16 septembre 2019 à Bruxelles, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rencontré ce mardi 17 septembre 2019 au palais d'Egmont le principal membre du gouvernement belge. Le président Tshisekedi a été reçu par le couple présidentiel belge et le premier ministre Charles Michel au palais royal. Il a aussi participé à la signature du mémorandum d'attente de la relance de la coopération au développement entre les deux pays, et c'est là en présence du vice-premier ministre belge et ministre des Finances chargé de la lutte contre la fraude fiscale et ministre de la coopération au développement Alexander Decroix et Marine Toumbanzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Cependant, une centaine des ressortissants congolais appelés combattants se sont mobilisés ce mardi au Square Lumumba à Bruxelles pour manifester contre l'arrivée de Félix Tshisekedi. Tout sera fait pour l'épanouissement de l'homme congolais. Le président de la République, Félix Tshisekedi, en ce jour en Belgique, a rencontré la diaspora congolaise. C'était le mercredi 18 septembre 2019 dans le palais 12 du palais des expositions de Bruxelles que le chef de l'État a exhorté la communauté congolaise à revenir au pays pour contribuer à sa reconstruction car le Congo a plusieurs chantiers. Élaborant ses propos, le premier de Congolais a fait savoir à ses compatriotes que parmi les chantiers qu'a le pays, le premier se trouve être celui de la paix et de la sécurité. En outre, il a fait savoir que l'autre chantier est de la gratuité de l'enseignement fondamental. Il a déclaré que les efforts se poursuivraient palier par palier pour passer aux autres études secondaires et universitaires gratuites. Félix Tshisekedi a également prévenu qu'il n'est pas un président dictateur et qu'il refuse qu'on fasse de lui un dictateur. Plaçant l'homme au centre de son action quinquennale, le chef de l'État a clôturé son discours avec la devise la plus connue laissée par son défunt père, le peuple d'abord. Bobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous remercie. L'Union européenne est prête à collaborer efficacement avec le gouvernement congolais et l'assure de tout son soutien. C'est l'annonce du président sortant de la Commission européenne transmis au chef de l'État congolais le jeudi 19 septembre lors de leur entretien au siège de cette institution. Jean-Claude Juncker a profité des sons d'audience accordés à Félix Tshisekedi pour le féliciter pour sa brillante élection ainsi que pour la reprise de la coopération entre la RDC et l'Union européenne, en particulier avec
avec la Belgique. Il ressort également de cette réunion que la libération de l'espace politique, le retour des exilés politiques, la relaxe des prisonniers politiques, les réformes ainsi que la bonne gouvernance sont autant des signaux qui forcent l'admiration de l'Union européenne pour la RDC. Cette rencontre marque la fin du séjour du chef de l'État congolais à Bruxelles. Après la Belgique, le numéro 1 congolais s'envolera pour New York aux États-Unis où il participera pour sa première fois à une session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et son discours du haut de la tribune de l'organisation internationale est vivement attendu. Comme après chaque vacances, les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple ce lundi 16 septembre 2019. D'abord à la Chambre haute du Parlement, en présence des sénateurs et des députés invités pour la circonstance et du Premier ministre et son gouvernement, de la présidente de l'Assemblée nationale, des autorités judiciaires, des hauts officiers de la police et de l'armée, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa pour ne citer que cela. Le président de cette chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a ouvert la première session ordinaire du Sénat de septembre 2019. Une session qui présente un caractère particulier parce qu'elle s'ouvre après l'alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État, a dit Alexis Thambwe Mwamba. Ce avant de préciser que cette session ordinaire qui s'ouvre sera essentiellement budgétaire. Mesdames et messieurs les sénateurs et chers collègues, comme vous le savez, la session de septembre est essentiellement budgétaire, car c'est au cours d'elle que l'Assemblée nationale et le Sénat votent le budget de l'État pour l'année à venir. Budget qui permet au gouvernement de réaliser son programme d'action. Le Premier ministre reviendra au Parlement pour présenter le budget 2020. J'attire votre attention sur le fait que l'adoption et même l'exécution du budget de l'État ne doivent plus être une simple formalité, un rituel annuel, sans contenu et sans conséquence sur la vie des populations, mais plutôt une expression de leurs attentes. Nous mettrons toute la rigueur qui sied pour examiner et adopter ce budget en vue de conférer au gouvernement un budget à la hauteur de ses ambitions, en tenant compte des possibilités définies dans le plan d'action du gouvernement, budget dont la bonne exécution permettra de satisfaire les fortes attentes exprimées par notre peuple à l'occasion de l'alternance démocratique à la direction du pays. Le Premier ministre a présenté le programme d'action du gouvernement pour le mandat qui commence. Nous nous engageons à l'accompagner. La lutte du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens devra se placer dans la perspective de création des richesses, plutôt que de partir du prisme de la pauvreté dont les instruments de définition ne proviennent pas toujours de nos propres statistiques. Pour cela, et comme le programme le voudrait dans son pilier de diversification de l'économie, le soutien au secteur productif s'impose par la contribution au financement des secteurs sociaux, à savoir la production alimentaire, l'enseignement, la recherche scientifique et les soins de santé. Il conviendra de ranger en ordre utile les préalables à sa réalisation que sont la sécurité sur le territoire national, l'ordre public et l'organisation de l'administration des entités territoriales décentralisées et des services publics de l'État.
Il a par ailleurs ajouté que pour ce budget, le soutien au secteur productif s'impose par la contribution au financement des secteurs sociaux, à savoir la production alimentaire, l'enseignement, la recherche scientifique et le soin de santé. Il s'y est de noter que, comme au Sénat, l'Assemblée nationale a également ouvert solennellement ce même lundi sa session ordinaire du mois de septembre qui aura exclusivement un caractère budgétaire. Raison pour laquelle Janine Mabunda, présidente de cette chambre, a invité le Premier ministre et son équipe à une politique budgétaire prudente en vue d'éviter les déficits susceptibles de perturber les équilibres macroéconomiques. Organisé par le Premier ministre et chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, en collaboration avec l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, cette action s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met un accent particulier sur la gestion transparente et efficiente des finances publiques. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption constituent son cheval de bataille au cours de la présente mandature. Une promesse faite à la population pendant la campagne électorale. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba fut le premier à signer l'acte d'engagement éthique. Il a été suivi par ses vice-premiers ministres, à savoir Gilbert Kankonde de l'Intérieur, Célestin Tundaya-Kassende de la Justice, Élisée Minembwe du Plan et Baudouin Bayo Mambeke du Budget, sans oublier Willingopos des ITPR. Les ministres d'État, les ministres et vice-ministres ont clôturé la cérémonie. Le Premier ministre a appelé chaque ministre à respecter son acte d'engagement et à travailler pour le bien de la population. Chaque ministre signataire a obtenu la copie de son acte d'engagement éthique, signé avec la copie du code de conduite de l'agent public en vigueur qui sont appelés à afficher dans leur bureau. Le Premier ministre leur a demandé d'en assurer la vulgarisation auprès des services dépendants de leur portefeuille. Il a aussi rappelé aux membres du gouvernement l'obligation d'afficher un comportement exemplaire contre la corruption, la concision, le népotisme et les trafics d'influence. Quant au directeur général de l'OCEP, Augustin Mwendambali a demandé aux membres du gouvernement de faire preuve de rigueur dans la gestion de la chose publique et de respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sous peine de sanctions. La nation a besoin des hommes d'État exemplaires et qui aiment leur pays, a-t-il déclaré. Le temps qu'a pris la constitution du gouvernement de l'alternance n'est pas à regretter, car en parcourant les dossiers de ces constituants, il y a lieu de dire que cette équipe vaut son pesant d'or. C'est dans les soucis de vous faire connaître ses membres que nous vous présentons le portrait du nouveau ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et de la francophonie. Mancholo Bouakila Pépin Guillaume, c'est de lui qu'il s'agit, mais qui est-il réellement? Originaire du Kasaï central, fils d'Astrid Koulouanda Diamantaire et de Mancholo Jonas, signateur de l'acte de l'indépendance du Congo à Bruxelles, cet homme d'État est avocat privatiste, spécialiste de droit des libertés, penseur et essayiste en philo-politique. Il a évolué dans les secteurs de la coopération internationale et de l'intégration régionale, aux côtés de l'ancien ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Mancholo Pépin était la plaque tournante de toutes les questions liées directement à son secteur. Détenteur d'un 3e cycle en droit de l'Université Saint-Louis de Bruxelles à la suite d'une maîtrise en droit privé de l'Université de Cayenne. Avocat inscrit au barreau de Kananga depuis 2006, Maître Pépin Guillaume fut collaborateur externe du cabinet White & Case. Point focal à l'intégration régionale de 2008 à 2017, spécialisé en gestion des conflits, il a présidé la Commission nationale sur la prise en charge humanitaire post-exaction des Kamwina Sapou en 2017. Formateur à l'École nationale d'administrateurs ENA en sigle en 2019, le nouveau patron de la coopération internationale a à son actif également plusieurs ouvrages dont Ma Nation et Dialogue et Ajustement raisonnable. Initiateur de l'art majeur destiné à la révolte de métaphysique de la jeunesse congolaise, il a, aux côtés du philosophe Kamana, créé les universités culturelles. Guillaume Pépin Mancholo est également secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens de son mentor Raymond Tshibanda Tunga Mulongo.
Ce vendredi 20 septembre 2019, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé à l'hôtel du gouvernement le deuxième conseil de ministres depuis l'investiture de cet exécutif. Après le premier qui a été présidé par le chef de l'État, ce deuxième retrouvaille de membres du gouvernement a eu comme point essentiel l'état des lieux de la préparation de la loi de finances 2020. Il vous souviendra qu'il y a quelques jours, le vice-premier ministre et ministre du budget Jean-Baudouin Mayo-Mambeke avait réuni les directeurs généraux des régies financières ainsi que le directeur de la Banque centrale du Congo pour cerner le contour du cadre macroéconomique. Notez que le Premier ministre Sylvestre Ilunga est attendu à la Chambre basse du Parlement pour déposer dans un meilleur délai le projet de la loi de finances de l'exercice 2020. La 7e et la 8e sont des classes du secondaire. Elles ne sont donc pas concernées par la gratuité de l'enseignement. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga sur la radio Top Congo FM ce lundi 16 septembre 2019. La sortie médiatique du ministre a déçu de nombreux parents qui avaient déjà ressenti un certain allègement du poids financier sur leurs dépenses grâce à la mesure de gratuité voulue effective par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces parents se réfèrent aux différentes communications officielles, lesquelles faisaient état de la gratuité de la première à la 8e année. Pour preuve, certains parents ont reçu de l'argent restitué par quelques écoles en fonction de la mesure instituant la gratuité. Bakonga a par ailleurs insisté sur les frais connexes perçus pour les classes des 7e et 8e. Ils doivent être remboursés. Pour le ministre Willy Bakonga, les parents n'ont aucune raison de s'agiter car la gratuité de l'enseignement de base concerne exclusivement les niveaux primaires. Ainsi dit, il a invité tous les parents à ne pas exercer des pressions sur les responsables des institutions scolaires pour exiger ou réclamer de l'argent vexé à titre de frais scolaires. Il serait souhaitable ainsi donc que l'opinion soit suffisamment informée pour éviter des interprétations erronées de la mesure portant gratuité de l'enseignement de base. Les députés provinciaux du Congo central seront en session extraordinaire ce lundi 23 septembre 2019 à 10h. L'ordre du jour est connu. Il s'agit de l'examen des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation en vue d'obtenir l'autorisation des poursuites judiciaires contre le gouverneur suspendu Atou Matubwana Nkuluki. À propos de ces réquisitoires, les membres du bureau de l'organe délibérant du Congo central ont à leur niveau débattu de cette question le mercredi 8 septembre 2019 avant la convocation de la session extraordinaire évoquée. Sauf changement de dernière minute, c'est à l'issue de cette session que l'opinion tant nationale qu'internationale sera fixée sur les sorts du gouverneur Atou Matubwana Nkuluki. Affaire à suivre. Strine Mukenge Sulambi. Arrêté depuis samedi 14 septembre 2019, après avoir tenté de quitter le territoire congolais via Brazzaville, l'ancien ministre de la Santé, Oli Ilunga, a été entendu par un magistrat instructeur ce mardi 17 septembre au parquet général près la Cour de cassation. À l'issue de l'audience, le docteur Oli Ilunga a été assigné en résidence surveillée à Kinshasa. Le magistrat le soupçonne d'avoir détourné des fonds alloués par le gouvernement à la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Un soupçon très sensible s'il vient à s'avérer vrai. Nommé en décembre 2016, Oli Ilunga a démissionné de son poste le 22 juillet 2019 après que le président Félix Tshisekedi lui a retiré la coordination de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Depuis lors, il est poursuivi pour détournement d'une somme d'environ 4,3 millions de dollars américains mise à la disposition du ministère de la Santé par les trésors publics pour contenir et éradiquer l'épidémie d'Ebola dans les 3 provinces touchées de la RDC. Par ailleurs, l'inculpé Oli Ilunga, via les collectifs de ses avocats, réaffirme fermement son innocence dans cette affaire et rassure de se défendre en tant que tel pour préserver son honneur. Affaire. Fini la récréation, puis Mwabilou Mbayo Mokala,
ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, vient enfin lutter contre la spoliation des biens du domaine privé de l'État, une de ses priorités. À peine entré en fonction, le patron de l'urbanisme et habitat se veut pragmatique. C'est ce qui a justifié sa descente le lundi dernier sur terrain, précisément à l'espace du Cinquantenaire, en face du Palais du Peuple, où une société chinoise construit sans obtenir la permission du ministère. Ce qui va pousser Pius Mbayo Mukala de procéder à l'arrêt des travaux, le temps pour l'entreprise chinoise de se conformer aux lois de la République en la matière. Que cet espace appartient à l'État et il est de mon devoir de sécuriser les espaces. C'est dans le cadre des responsabilités qui m'ont été confiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sous le leadership du Premier ministre Ilunga. Cet espace avait déjà été attribué par arrêté ministériel signé au mois d'octobre 2018. Lorsque j'ai fait la remise et reprise, j'ai constaté qu'il y avait des travaux qui s'effectuaient ici à un rythme terrible. Alors je me devais de passer ici pour dire à ces amis qui construisent d'arrêter les travaux, le temps que mes services puissent les inviter au ministère, les entendre. Je dois être très regardant sur tout ce qui concerne les intérêts de la République. Accompagné du secrétaire général et de quelques experts de son ministère, Pius Mbayo Mukala a promis de visiter d'autres espaces de l'État spoliés dans les tout prochains jours. Poursuivi pour imputation dommageable, le député provincial Mike Mukeba Nkoso a été acheminé le lundi 16 septembre 2019 au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, communément appelé Makala. Le lieu de Lingwala s'est rendu le même jour au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe en vue de répondre à la convocation lui adressée. Arrivé sur place, il a été auditionné pendant plusieurs heures. Selon l'un de ses avocats, Maître Papi Mbala, son client fait l'objet d'une plainte déposée contre lui par un monsieur nommé Mwananteba. Ce dernier soutient que les députés mis en détention a tenu des propos injurieux contre sa personne au cours d'une émission télévisée. Les avocats assurant la défense de Mike Mukeba ne croient pas à cette thèse. Selon eux, il s'agit d'un montage politique pour briser la carrière politique de ces journalistes devenus députés provinciaux. En attendant, ils apprêtent une requête pour solliciter la mise en liberté provisoire de leurs clients. Après avoir revendiqué plusieurs attaques dans la région de Béni au Nord Kivu, depuis le début de l'année 2019, l'État islamique vient de réclamer une nouvelle attaque survenue le samedi 14 septembre dans le village de Kichanga à 10 km de Béniville. Cette organisation terroriste a affirmé avoir tué et blessé plusieurs soldats des FARDC et des casques bleus. Pourtant, dans son intervention, le capitaine Marc Azoukaï, porte-parole de l'armée congolaise dans cette région, a plutôt parler d'un affrontement entre FARDC et le groupe État islamique, en le place d'une attaque ainsi que le prétend le groupe État islamique, encore moins qu'il y a eu plusieurs blessés et de pertes en vies humaines. Quant à l'armée, ne reconnaît qu'un blessé dans ses rangs. L'organisation islamique parle de plusieurs blessés et de pertes en vies humaines. Dans leur propagande, le même groupe d'État islamique a notamment revendiqué l'attaque du 18 avril dernier et de 2 autres perpétrées le 23 mai 2019 dans la même région de Béni. Par ailleurs, le 29 juin dans cette même année, le président Félix Tshisekedi avait confirmé le lien entre ADF et le groupe terroriste État islamique. Il a été le premier à être construit dans cette partie de la capitale, les seaux des moutons de pompage dans la commune d'Engaliema. Les travaux de cet ouvrage devraient être bouclés fin septembre selon les chronogrammes établis. Sur place, ingénieurs congolais et chinois sont à la manœuvre pour que les délais soient respectés. La pose des 18 poutres ayant été effective, l'heure est à la construction des garde-fous, suivi des coffrages avant d'écouler les bétons dans cette première partie, a expliqué l'ingénieur Yves Moukadi de l'OVD trouvé sur place, avant d'ajouter que, dans la deuxième partie, les travaux sont au niveau de la construction du mur de soutenance, viendront ensuite la pose des poutres.
Un satisfait pour la population des pompages qui a souffert des embouteillages et n'attend que la livraison de cet ouvrage aux autorités compétentes pour son utilisation. Cette même population plaide également pour que la durée accordée pour la fin des travaux soit élargie, vu la présence de la saison des pluies qui peut ralentir les travaux. Moussalo est parmi les actions, il y a 100 derniers jours, il y a Mokonzamboka. 100 premiers jours, il y a Mokonzamboka. Tout le monde, ça évolue. J'espère dans 2 semaines en Dambou, et vous êtes déjà ici. Donc ça évolue. Et c'est un mingi comme on a rêvé, il y a bon pompage, on dit qu'un jour il cause là. Comment on a biso bozo ça la biso et c'est un mingi. La miawa tozolinga et ça m'a fait ma place nyonso et si la boé et ça la bien quoi. Ah, biso to na posande ke ne to mi pe la mbula we to posande musala et si la noki pona. Mais il faut moi pour ça moi jouer à tout le monde coller bac ça m'a pour la musala et si la laisse tout ça calme. Notez que l'entreprise OVD qui exécute ces travaux est butée à une contrainte, à savoir la démolition imminente d'un bâtiment qui empêche l'élargissement de l'avenue de l'école qui doit passer en dessous du pont. Les autorités compétentes sont déjà averties, a expliqué l'ingénieur Yves Moukadi, pour que le bâtiment soit vite démoli et qu'il poursuive en toute quiétude les travaux. Une bonne dizaine de kilomètres de la route des poids lourds de la ville de Lubumbashi est déjà revêtue de la couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Commencé par le point kilométrique final qui est la jonction avec la route Likasi, ces travaux évoluent en direction de la jonction avec la route Kasumbalesa. Tout est mis en œuvre afin que les 27 km de cette route soient revêtus de cette couche de roulement avant la venue de la prochaine saison de pluie. L'entrepreneur évolue par bande de 3,5 mètres à la fois pour garantir le trafic malgré l'exécution des travaux. La pose de cette couche de roulement en béton bitumineux va assurément garantir une longue vie à cet ouvrage. Parti voir le travail réalisé par Crekset, le chef d'antenne de la CGT au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, s'est dit confiant dans le respect des délais et la qualité des travaux. Aujourd'hui, nous pouvons retenir que les travaux ont repris. Les travaux étaient arrêtés pour que les partenaires de Crekset puissent approvisionner en matériaux, puissent approvisionner leur centrale désenrobée en matériaux. Que maintenant que la centrale a été suffisamment approvisionnée, les travaux ont repris et nous pouvons noter maintenant que nous allons aller avec les travaux à la vitesse des croisières et la date telle que prévue va être respectée, le délai va être respecté comme prévu. Il est à noter que cette route a été conçue afin de préserver la voirie de la ville de Lubumbashi qui n'avait pas été dimensionnée pour le trafic des gros tonnages. Ainsi, depuis son ouverture au trafic en février 2018, plus aucun camion remorque ne passe par la ville et cela induit une grande fluidité dans le trafic. La remise provisoire de ce forage à la population du village de Bwakwalubilanji dans les territoires de Katanda, à une vingtaine de kilomètres de Mbujimai, dans la province du Kassai oriental, est la matérialisation d'une des promesses faites à la population est-kassaïenne par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le fonds de promotion de l'industrie a mis la main dans la pâte et l'ouvrage est opérationnel. Ce jour, le vice-gouverneur Jeannette Luamba Muswamba vient d'ouvrir les vannes et l'eau potable est disponible pour cette population. Nous parlons des 13 000 habitants, soit 1850 ménages. Ce que je leur ai demandé, c'est de garder cette œuvre avec amour, qu'elle puisse garder surtout les mamans. Ce sont eux qui ont souffert des années et aujourd'hui qu'ils ont de l'eau propre, potable à côté, ils doivent garder ça comme il le faut, avec amour et je crois qu'on aura encore plus. Et au président de la République, je lui dis un grand merci, qu'il continue. Vraiment, il a la force de Papa Étienne en lui, il est là pour la population, il est là pour la pauvreté et les œuvres, ça se voit déjà sur place. FPI, vous êtes avec nous, ça c'est chez vous, vous êtes dans votre province. Eh bien, on vous connaît, on connaît votre force. Eh bien, nous sommes avec vous. Merci. Ce forage de Bwakwalubilanji nous confirme le service national de l'hydraulique rurale CNHR qui a exécuté les travaux est doté d'un réservoir de 18 mètres cubes monté sur une tour métallique de 8 mètres de hauteur. Son réseau a une longueur de 1000 mètres muni de 5 bornes fontaines de 2 robinets et le système est actionné par un groupe électrogène de 17,5 kVA.
Aucune crainte pour la population, tous les examens des potabilités ont été faits, rassure le FPI. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles cette population était en train de s'approvisionner en eau, n'était pas l'eau potable, c'était l'eau trop sale. Et dans le cadre du projet de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a été doté de la province de Kassa orientale de 2 forages. Le premier à Mbouya Charles et le deuxième ici à Bakwalou Village. Les travaux d'ici sont terminés. Nous avons fait toute la procédure possible. On a fait les travaux d'essayage du réseau qui a répondu favorablement et on a fait les tests de potabilité de l'eau qui a démontré que l'eau était potable. Il a été décidé, en attendant que l'autorité puisse venir dans sa visite dans cette province, qu'on puisse ouvrir les vannes pour que la population puisse avoir l'accès à l'eau. Je crois que vous avez remarqué, nous-mêmes nous l'avons testé, nous l'avons bu et nous pensons que c'est un problème résolu. Mais il reste seulement que la population s'organise autour des SNHR pour voir comment assurer le suivi de ces réseaux pour qu'ils ne puissent pas s'arrêter. Dans un passé récent, la population de Bakwalou-Bilangi était exposée aux maladies hydriques, plus précisément le choléra, puisqu'elle consommait de l'eau non potable provenant des marécages. Aujourd'hui, cette réalité appartient au passé. Le FPI dénonce tout de même sur le deuxième site de forage à Mbouya Charles, à près de 15 km de Mbujimaï. Des inciviques ont saboté la tour métallique et emporté certains matériels. Les travaux ont repris pour la finition rapide du forage dans ce site. Et dans une dizaine de jours, l'eau potable sera aussi disponible à la population. Voilà, c'est tout pour cette édition. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. L'Union européenne s'est dit prête à collaborer efficacement avec les autorités congolaises. Cette assurance nous vient du président sortant de la Commission européenne, transmis au chef de l'État Félix Tshisekedi ce jeudi 19 septembre lors de leur entretien au siège de cette institution en Belgique. Et puis, dans le cadre du programme de 100 jours de chef de l'État Félix Tshisekedi, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a inauguré le site de forage de distribution d'eau potable en Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Ce forage a été ensuite remis entre les mains de vice-gouverneur de cette province, Jeannette Moussouamba. Enfin, les Kinois se posent la question de savoir où en est-on avec la construction des infrastructures de saut de mouton à Kinshasa. Cette question trouve sa réponse dans l'évolution de ces chantiers par le travail qu'assure l'OVD dans le quartier Pompage où l'équipe de journalistes de BAC-TV l'ont constaté ce vendredi 20 septembre 2019. Merci pour votre attention soutenue. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.